J'ai un problème avec Katseye. J'ai un problème avec Katseye. Parce que j'ai découvert un groupe talentueux, frais, qui pouvait faire un pont entre la K-pop et la pop occidentale et amener tous les non-fans à écarter leur a priori sur l'industrie. Elles ne sont pas autant formatées et lisses que les idoles. Elles représentent différentes cultures, mais en même temps, elles possèdent la rigueur et la présence scénique représentative de la K-pop. Mais au final, tout ça pour le buzz et l'argent. Alors j'avais besoin de parler de cette déception de manière simple et naturelle. Je voulais pas en faire une vidéo documentaire hyper construite, mais simplement échanger avec vous. Alors forcément, j'ai fait mes petites recherches, mais cette vidéo part d'une grosse déception de ma part et je voulais juste échanger avec vous sur le sujet, voir si on est d'accord ou pas. Du coup, je suis curieuse d'avoir vos avis, si vous adhérez à mes propos ou pas d'ailleurs. Si vous aimez toujours Katseye aujourd'hui et que vous avez des arguments opposés aux miens, je vous invite aussi à argumenter en commentaire. Bien évidemment, avant que cette vidéo ne commence, je suis obligée de faire un disclaimer parce qu'à chaque fois qu'on parle de Katseye sur notre chaîne YouTube ou sur nos réseaux et qu'on a le malheur de les intégrer dans la case K-pop, on nous dit arrêtez de dire que Katseye c'est de la K-pop, Katseye c'est pas de la K-pop. Je sais pas encore quel titre de vidéo j'aurais mis, mais si j'ai mis Katseye et K-pop dans le même titre, je suis sûre que c'est les premiers commentaires qui vont être publiés. Donc je me dois d'en parler dès le début, comme ça on se calme. Oui, vous avez raison. Katseye, ce n'est pas de la K-pop. On a un groupe avec une seule membre coréenne qui chante exclusivement en anglais et en espagnol jusqu'ici, qui est basé aux États-Unis et qui a une portée internationale. Mais on ne peut pas nier que leur identité et leur création prennent racine dans l'industrie de la K-pop. Alors je vois déjà des gens venir et m'expliquer que la K-pop n'a rien inventé, que ça vient du Motown, qui a été notamment le label de Michael Jackson, mais de beaucoup d'autres. Mais c'est la K-pop qui l'a vraiment popularisé et développé. Les trainings quotidiens, les performances chorégraphiées, les prods audacieuses et mélangeant les genres, les MV cinématographiques et qui suivent des storylines, un rapport aux fans très structuré et une quantité écrasante de merch, des avantages de membership, des fansigns par tirage au sort, des participations aux music shows hebdomadaires. Bref, tout ça pour dire que le lien entre Katseye et la K-pop est là, il ne peut pas être nié. Donc venir absolument dire que Katseye et la K-pop, ça ne peut pas être rangé dans le même panier, etc., c'est se voiler la face parce que leur base et leur création viennent de la K-pop. Et le problème dans tout ça, ce n'est pas d'utiliser la K-pop pour rayonner à l'international. Ça, beaucoup de groupes ont déjà essayé de le faire. C'est d'utiliser le buzz engendré par la K-pop pour attirer les fans et ensuite se retrouver avec un groupe ultra sexualisé qui cherche à choquer pour se faire une renommée et où pour moi l'art et la passion de la musique n'a plus aucune place. Alors oui, je sais très bien que la passion de la musique n'existe plus dans l'industrie de la K-pop depuis bien longtemps et ce à cause des grosses agences et notamment de Hybe, We Believe in Money, mais on retrouve toujours des labels et des groupes qui prônent l'audace, qui tentent des choses, alors que Katseye s'est simplement servi d'une mode pour devenir une machine à thunes. Bon, l'introduction est beaucoup trop longue, mais il fallait que je pose les bases. Maintenant, je vous propose de revenir au début. Le postulat de départ du groupe, sa formation et ses débuts dans l'industrie musicale, pour ensuite comprendre pourquoi, pour moi, Katseye est la plus grosse déception de la musique. Katseye est un girl band américain composé de 6 membres. Sophia, originaire des Philippines, Lara, originaire d'Inde, Daniela, d'origine cubaine et vénézuélienne, Megan, d'origine chinoise et suédoise, Yoonchae, d'origine coréenne, et Manon, d'origine suisse, italienne et ghanéenne. Ça fait beaucoup là, non? Le groupe se forme en 2023 à travers l'émission de compétition The Debut Dream Academy, un projet résultant d'une collaboration entre la branche américaine Hybe Corporation et le label américain Geffen Records, ayant pour but de créer un groupe de filles internationales suivant le modèle d'entraînement de la K-pop et ciblant un public mondial. Pour rappel, Hybe c'est l'agence de BTS, New Jeans, Seventeen et Enhypen si on comprend tous les rachats, et Geffen abrite Elton John, Lady Gaga, Imagine Dragons, Olivia Rodrigo. On est sur ce qui se fait de plus gros dans l'industrie. C'est pour vous dire l'ambition autour de ce projet. À la suite de cela, le groupe débute en 2024, dévoilant les titres Debut puis Touch, un mois avant la sortie de son premier EP, Soft is Strong. L'année d'après, leur second EP, Beautiful Chaos, sera publié avec 2 chansons de pré-release, Gnarly
et Gabriella. Le groupe fait son retour début 2026 avec les singles Internet Girl et Pinky Up, tandis que leur 3e EP, Wild, est annoncé pour août. Bon, j'ai pas pu vous passer les extraits de leur musique à cause des droits d'auteur, mais rien qu'avec les images, vous avez dû voir leur changement d'identité, qui passe de quelque chose de très girly et K-pop à quelque chose de beaucoup plus agressif et provoquant. Car même si les débuts de Katseye sont assez remarqués, c'est vraiment à partir de Gnarly que les filles vont être projetées sur le devant de la scène. En 2024, elles se produisent dans plusieurs music shows et participent au MAMA, la plus grosse cérémonie de remise de prix coréenne. En 2025, sortie de leur 2e EP, elles sont invitées à la Star Academy, au Energy Music Awards et à Lollapalooza. En 2026, elles performent au Grammy et à Coachella. L'ascension est tout simplement remarquable en 2 ans de carrière. Vogue les décrit même comme le phénomène musical qui bouscule les frontières, en insistant sur le fait que, dans un monde où l'industrie musicale ne cesse de former des groupes, il faut bien croire que la seule solution, c'est de se démarquer des autres. Et je pense que c'est dans cette phrase qu'il faut comprendre le projet autour de Katseye, et pourquoi elle divise. On a d'un côté les agences qui recherchent la célébrité, le profit, le pouvoir dans une industrie toujours plus concurrentielle. Et de l'autre, un public qui surconsomme, qui n'a plus le temps de prendre le temps, qui a besoin d'être stimulé en permanence et d'avoir la ref. Personnellement, ce qui me plaisait dans le projet, c'était ses ambitions. Réunir les fans de K-pop et ceux qui n'aiment pas ça. Parce qu'il y a toujours eu ce conflit, et même encore aujourd'hui. Il y a ceux qui écoutent la K-pop pour ses compositions musicales audacieuses, pour ses performances scéniques extraordinaires, qui jouent le jeu du lien parasocial pour le fun. Et ceux qui la détestent, car ils voient dans cette industrie quelque chose de niais, d'enfantin, d'excessif dans son fanatisme. Alors que soyons clairs, des dérives il en existe de partout dans toutes les industries, que déjà la K-pop ce n'est pas que de la pop, mais surtout c'est vraiment avant-gardiste et artistiquement poussé. Dans Katseye, on a des membres extrêmement talentueuses, qui réunissent les cultures de manière très homogène et possédant une présence scénique hors norme. Là où parfois, les groupes de K-pop sont formés parce qu'il faut produire et surproduire, avec des personnes qui sont castées sans même savoir chanter, les membres de Katseye ressortent parmi des centaines de milliers de candidates, et c'est cette concurrence énorme qui a fait qu'on se retrouve avec du très haut potentiel. Leur première performance au MAMA m'avait impressionné par sa fraîcheur et sa puissance, alors que j'étais dans un moment où la K-pop commençait à me lasser et que je m'y perdais un peu. On a déjà eu des groupes à but international, comme Black Swan, Nexy, Vicha, et c'est d'ailleurs sur ce dernier que je voudrais rebondir, car pour moi, ce qui a fait qu'il n'a jamais réussi à se propulser aussi loin alors qu'il en avait les capacités, c'est son identité, son image. On a l'exemple typique d'un groupe global mais qui reste enfermé dans les clichés girly et typiques de la K-pop. Vicha, c'est de la K-pop, dans sa composition, dans ses couleurs, dans ses clips, sauf que le public international avait besoin de déconstruire ces clichés pour pouvoir y adhérer. D'ailleurs, on peut voir que depuis qu'il y a eu le rebranding en Girl Set, ça marche beaucoup mieux. De l'autre côté, on a XG qui marche du tonnerre, mais parce que le concept du groupe est totalement unique, très artistique, presque sans limite. Elle pose la question du beau, joue avec l'excentrique, l'humain et l'inhumain. Et Katseye, ça fonctionne pour ça, car le groupe est porté par son concept, par ses membres. Peu importe leur musique, le public sera là car Katseye est devenu une vitrine. Et c'est là que le problème arrive pour moi qui aime profondément la musique. À trop vouloir être une vitrine qui veut se faire remarquer coûte que coûte, on en oublie pourquoi on est là au départ. Un article de Strand Magazine dira « Plus je pense à ce groupe, plus le film Josie et les Pussycats me fait penser à elle. Ce film suit un groupe de filles qui signent avec une grande maison de disques et qui finalement voit son intégrité créative, voire son amitié, compromise dans sa quête d'une carrière réussie. Il fait explicitement référence aux messages subliminaux et à la manière dont les groupes de filles ciblent souvent les adolescentes, considérées comme le public le plus vulnérable au consumérisme. Dans le film, le groupe est utilisé comme un outil de propagande pour une entreprise avide de profit qui endoctrine les jeunes, de manière plus ou moins passive, à aimer, détester et idéaliser certaines valeurs et certains produits. Et je trouvais ce passage extrêmement pertinent. Dans tous les cas, vous avez les liens de toutes les recherches que j'ai effectuées dans la description. Évidemment, tout ça, ce n'est pas la faute de Katseye. Elles n'ont sûrement d'ailleurs aucun pouvoir décisionnel. C'est simplement une conséquence de la société actuelle et des rapports maladifs entre la production et la consommation. Dream, fun, Dream Academy.
Dès le départ, il y avait quelque chose d'extrêmement malsain avec la création du groupe. Et ça, on l'a notamment appris grâce au documentaire Netflix qui est sorti en août 2024 et qui est venu dévoiler les coulisses de l'émission. Au départ, plus de 120 000 personnes ont candidaté en ligne pour le projet. 20 ont ensuite été sélectionnées pour faire partie du groupe entraîné par l'agence, pour qu'au final, seulement 6 personnes débutent. Pour ceux qui sont habitués au survival, il n'y a rien d'étonnant. Les émissions de survie sont le b.a.-ba dans la création des groupes de K-pop, que ce soit intra ou inter-agence. Les plus connus sont notamment la lignée des Produce et Planète diffusée par Mnet, où des trainees de diverses agences s'affrontent dans des épreuves pour atteindre le haut du classement et espérer débuter dans le groupe final. Ce sont clairement des émissions de télé-réalité où on suit également la vie personnelle des candidats. Leurs moments de joie comme de tristesse, le tout jugé par des masters, des juges qui appartiennent au monde de l'industrie, mais aussi par le public international, mais surtout coréen, qui détient un énorme pouvoir décisionnel. Je sais que j'adore les survival parce que ça me permet de découvrir des talents émergents que je n'aurais peut-être pas pu connaître autrement. Mais quand on y réfléchit, c'est vraiment un zoo, mais avec des humains. Et beaucoup en ressortent avec des traumatismes. Entre manipulation de vote, grossophobie, jugement physique, harcèlement et toute la haine envoyée sur les réseaux sociaux, vous voyez le truc. Sauf que les candidates de Dream Academy n'avaient pas signé pour ça à la base. Non, non, non. Je ne sais pas du tout comment ils ont géré leur contrat, mais les filles pensaient juste être sélectionnées pour des entraînements intensifs, un peu comme un stage, pour peut-être débuter un jour. Et c'est après plus d'1 an d'entraînement qu'elles ont appris qu'elles seraient filmées, jugées et éliminées au travers d'une émission diffusée en quasi-temps réel sur YouTube et Weverse. Elles n'allaient plus être seulement jugées par l'agence et des professionnels, mais par le monde entier, scrutant leurs moindres faits et gestes. Toi t'es trop moche, toi t'es trop froide, en sachant que les candidates avaient leurs réseaux sociaux actifs, ce qui n'est pas souvent le cas dans les survival de K-pop, où on demande aux candidats de supprimer ou de mettre en pause leur compte sur les réseaux sociaux le temps de l'émission. Là, l'aspect popularité passait aussi par le contact avec les fans et par cet échange au travers des réseaux sociaux. Donc tu te prends tous les commentaires en pleine face, en plus d'endurer des horaires de travail qui sont inhumains pour nous occidentaux, parce que clairement chez nous, on ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre, alors qu'en Asie, c'est tout le contraire, donc ça peut faire un énorme décalage. Ajoutons à cela la présence de mineurs, dont des candidates de 13-14 ans. Il y a d'ailleurs Abby, qui était un peu plus âgée, qui avait 17 ans, qui s'est fait éliminer car elle était jugée pas assez prête et qui ne disposait pas de suffisamment de temps pour la faire débuter à un niveau convenable, alors que dès le départ, il aurait fallu ne pas la choisir, tout simplement. Il y avait également beaucoup de favoritisme entre les participantes. Déjà, un truc que j'ai pas compris en regardant le documentaire et après je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette organisation? C'est qu'au départ, il y avait 14 candidates qui suivaient les entraînements, qui suivaient le training. Les 6 autres, pour arriver au total de 20 du coup, sont arrivés 6 mois, voire un peu plus, après le début des entraînements, ce qui rendait le tout extrêmement bizarre. Manon, notamment, s'est jointe à l'aventure 6 mois après le début des entraînements, sans même passer par les auditions. Elle a été directement repérée par l'agence, donnant une sensation d'injustice aux autres candidates qui avaient sué corps et âme pour en arriver là. Elle a d'ailleurs raté beaucoup d'entraînements, mais on y reviendra plus tard, mais elle ne s'est jamais fait réprimander, mis à part par les autres participantes qui ont fini par en avoir marre, et c'est elles qui se sont pris une vague de haine sur les réseaux sociaux car elles ont osé se plaindre. Daniela était adorée de certains coachs, donc il y avait très peu d'objectivité. N'oublions pas la mise en compétition énorme et malsaine entre les candidates, notamment la fois où on leur a demandé lors d'une interview privée de dire avec qui elles souhaitaient ou ne souhaitaient pas débuter dans l'émission, et que ces séquences vidéo ont ensuite été diffusées au monde entier mais aussi aux autres candidates, les mettant dans un embarras extrême. Mais en même temps c'est normal, ta copine de toujours te voit comme une énorme merde. Sans oublier les éliminations qui sont prononcées par des voix IA qui vient enterrer toute forme d'empathie. Tout ça a poussé certaines participantes à quitter l'émission, et à juste titre, ces départs étaient déguisés comme un choix de la part de la production parce qu'évidemment ils ont tellement d'ego qu'ils voulaient pas que les candidates partent d'elles-mêmes. Ils ont dit non, c'est nous qui avons voulu les éliminer. Mais il y a une candidate qui s'appelle Lexi qui dira que toutes ces manipulations et ce manque d'humanité ne correspondaient pas à ses valeurs et son choix de faire de la musique au départ. C'est le documentaire Netflix
Netflix qui a dévoilé que tous ces actes hyper malsains ont été réalisés de manière délibérée. Pour capter l'audience, créer des rebondissements, ils étaient giga fiers. On retrouve plusieurs séquences de producteurs, comme celle de Mitra, qui se vante, grand sourire aux lèvres, de ses stratagèmes pour nourrir le drame. Donc on joue avec les émotions d'enfants pour le buzz et l'argent. On en vient finalement à se demander comment un groupe peut se sentir soudé après avoir été mis en compétition de manière si violente. Non pas qu'un groupe doit forcément être amis pour travailler ensemble, mais imaginez juste côtoyer tous les jours des gens qui vous ont critiqué et qui ont été décrits comme vos ennemis pendant des mois. C'est le même cas pour Enhypen, où les candidats devaient choisir entre eux qui allait dans la zone des nuls et qui s'assurait une belle place au show. Et devinez le point commun entre Enhypen et Katseye, Bang Chi-hyuk, le PDG de HYBE. Même si au départ, HYBE est une entreprise qui est partie de rien et que Bang Chi-hyuk était le papa adoré de BTS, je vois vraiment son évolution comme l'exemple parfait de qui on devient quand on a pouvoir, célébrité et richesse. On a vu le traitement de New Jeans au sein de l'agence, le manque de protection autour de Le Seraphim et de l'affaire Garam, la gestion bizarre de Enhypen avec le départ de Hee-seung, de Highlit avec les accusations de plagiat et le départ de Youngso. On voit le changement des musiques qui se raccourcissent pour faire plus de streams, qui cherchent à suivre les tendances et à faire parler. Bang Chi-hyuk a souvent pris la parole dernièrement pour affirmer ses nouvelles convictions dans l'industrie, notamment que le talent ne compte pas tant, il faut du star system, une aura qui capte l'audience. Donc même si tu sais pas chanter, c'est ok. Et maintenant, il y a un mandat d'arrêt contre lui pour avoir détourné 115 millions d'euros dans une fraude aux investisseurs. Donc à partir de là, tu comprends les intentions de l'agence et du coup le problème du groupe. Mais j'avoue, je gardais espoir parce que déjà j'avais pas du tout suivi tout le survival et ses aspects négatifs, mais surtout parce que les filles ont énormément de talent. Les débuts m'ont vraiment plu, le public suivait et se sentait représenté, donc pour moi c'était vraiment un pari réussi. J'ai adoré Debut, Touch et tout le premier album au global, même si les musiques étaient courtes, on avait de la pop, bubble, girl crush qui couplait parfaitement l'univers de la K-pop avec une énergie américaine un peu à la High School Musical. Et puis est venu Gnarly, puis Internet Girl, puis Pinky Up qui est venu porter le coup fatal et qui m'a poussé à écrire cette vidéo. Il y a eu un écart énorme entre mes attentes et la réalité qui m'a assommée. Les compositions ont commencé à devenir plus industrielles, excentrique, sans réelle structure et harmonie. Le groupe a de plus en plus adopté des tenues et des expressions provocantes et sexualisantes. Les paroles sont devenues encore plus vides de sens, c'en est même à se demander si elles disent pas des mots au hasard. J'ai vraiment l'impression que Gnarly a été un point de bascule. C'était censé être une musique drôle, issue d'internet et de ses mèmes, et on a tous fini par s'y prendre au jeu parce que c'était original, que ça changeait, que la performance était cool. Et du coup, HYBE a décidé d'en faire la nouvelle norme. Dans Internet Girl, on chante du mange des courgettes. Dans Pinky Up, on répète un mot en boucle et on twerk non-stop. Finalement, le potentiel des membres est gâché. On n'entend pas la belle voix de Lara, on ne voit pas les techniques de danse de salon de Daniela, le charisme de Sophia. Tout ce qu'on retient, c'est cette ultra-sexualisation constante qu'on impose très souvent aux girl groups, mais on peut parler de 80s et compagnie, y a pas de souci, et qui pour moi est un énorme problème. À croire qu'il n'y a que ça pour se démarquer. Mais HYBE a compris que même le bad buzz reste du buzz, et le pire c'est que ça fonctionne. C'est pas nouveau, je vais vous citer des rêves d'internet, mais vous connaissez Sylvain Durif, vous connaissez sûrement David, fils de Momone, je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie, ou encore Picotaro avec son Pineapple Pen, je sais plus. Et même Psy, dans une certaine manière avec son Gangnam Style, qui ont tous buzzé par leur bizarrerie. Quand tu deviens un produit d'internet, tu fais partie d'une culture énorme qui rapproche les gens, donc forcément ça marche. Mais je pense qu'il y a une limite entre le style fun de Psy, Orange Caramel ou BSS, qu'on peut écouter en concert, ou pour s'amuser avec ses amis, ou pour danser, peu importe, ça reste de très bonne musique. Et le besoin constant de choquer de Katseye. On se rappelle quand même que quand Gnarly est sorti, Yoonchae était encore mineur, et qu'au global, toutes les membres ont autour de 19, 20, 21 ans. Alors après, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Je suis pas en train de dire que parce que les filles veulent performer sexy parce que ça leur plaît, que c'est mal, pas du tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a quand même cette tendance du côté de beaucoup d'artistes féminines, mais ça existe chez les hommes aussi, il y a aucun souci, de se sexualiser pour réussir. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'un chanteur, il est pas obligé de montrer ses abdos ou ses seins pour pouvoir réussir. Enfin, c'est de la musique à la base, quoi. Le dernier point, c'est, je pense, le dernier coup de massue pour le groupe. Le hiatus ou le départ quasi certain de Manon. La présence de Manon dans le groupe, ça a toujours été un sujet de discussion, étant donné ses agissements dans le survival. Certains parlent de mauvais comportements, d'autres de flemme, d'autres de culture. Et je peux comprendre, quand tu vois qu'une personne ne fait aucun effort mais finit quand même par débuter et gagner l'émission, bah forcément ça énerve, oui. Le truc, c'est qu'à la suite de ça, l'agence a très mal géré. Entre le fait qu'elle soit totalement cachée
fâché à cause de la formation chorégraphique dans Debut, son absence dans la performance vidéo de Gabriella alors qu'ils ont bien réussi à intégrer Lara dans Game Boy, qu'on nous annonce son hiatus pour ensuite l'éjecter complètement des promotions et des prochains albums, qu'elle continue quand même de collaborer avec des marques et de vivre sa meilleure vie, il y a un truc trop bizarre. Alors si c'est son choix et qu'elle se sent mieux hors du groupe, tant mieux, il n'y a pas du tout à juger ça, c'est juste que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que les idols sont juste les jouets des agences. Et les gens commencent vraiment à en avoir marre des mauvais traitements dans la K-pop. À force d'entendre des histoires de non-paiement, d'harcèlement sexuel et moral, et de voir que les idols sont traités comme des esclaves par les agences, on en vient naturellement à se poser des questions sur quelles sont les vraies intentions de Hybe avec Katseye. D'autant plus que Manon, comme chacune des membres, représentait la diversité, surtout pour les personnes noires. Donc l'avoir été éjectée du projet comme ça vient détruire le concept même du groupe. Et si du coup on se disait que je suis juste une vieille en devenir qui ne comprend pas la musique de Jones? Parce que pour moi il y a aussi de ça, le problème générationnel. Katseye, comme de nouveaux groupes émergents, touche une cible jeune, connectée, qui a besoin de nouveautés et de dopamine. En effet, la génération alpha ou légèrement plus âgée a directement grandi dans le monde d'internet, a eu accès à plus de musique, à un plus jeune âge que toute génération précédente. Elle ne consomme pas seulement la musique, elle interagit avec elle, la remixe et dans certains cas la crée, sans se soucier des genres, sans se soucier des normes. Les plateformes comme TikTok et YouTube Shorts sont maintenant des acteurs majeurs dans la découverte de la musique. Pour les artistes, cela signifie créer des chansons qui accrochent en 10 secondes max, soit l'intervalle avant que l'auditeur ne swipe. Est-ce qu'elle ne serait finalement pas la représentation d'un génie marketing qui a compris comment se démarquer dans une industrie bouchée et devenir unique aux yeux des gens? Katseye marque les esprits partout où elle passe, en bien et en mal. Elle dirige les tendances, crée la nouveauté et sont celles que tout le monde attend. D'ailleurs, on le voit au sein même de Hybe, avec It's Me de Ailit, Celebration et Spaghetti de Le Seraphim qui suivent la même mode. Même si pour le coup, j'adore Ailit et Le Seraphim parce qu'elles ont cette excentricité un peu drôle, fun, une identité qui est vraiment propre à elles et qui se reconnaît entre mille sans passer du côté trop provoquant et trop cru. Katseye est donc à la fois un projet de génie et un projet gâché. D'un point de vue marketing, elles sont ce qui se fait de mieux. Présence scénique marquante, maîtrise technique, expressivité et capacité constante à surprendre. Leur identité visuelle et performative se distingue nettement dans le paysage musical actuel, leur conférant une véritable force et une cohérence rares. Quand on voit une performance de Katseye, on en ressort marqué. Cependant, cette réussite est assombrée par les intentions qui semblent guider le projet. Une logique commerciale trop visible paraît parfois prendre le dessus, où la recherche du choc et du buzz éclipse la profondeur musicale et l'harmonie de leur discographie. Une hypersexualisation constante qui pose problème tant c'est devenu une norme pour réussir, surtout en tant que femme. C'est cette tension entre ambition artistique et stratégie marketing qui divise. On pourrait y voir le reflet d'une culture internet, façonnée par les codes et les attentes des nouvelles générations. Mais réduire cela à un simple décalage générationnel reviendrait à poser une question plus essentielle. Suivre une mode ne nous ferait-il pas oublier nos exigences artistiques ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé au maximum d'argumenter ce pourquoi Katseye me déçoit alors que j'avais trop d'espoir pour ce groupe au départ. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, même si vous adorez Katseye, parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer Katseye et à les défendre, donc il n'y a aucun souci. Moi j'adore justement discuter avec vous et échanger, c'est ce que je préfère faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Transition Bobati.